Salut, salut, ici Blackbird. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est extrêmement important. C'est d'une importance capitale pour comprendre à quel point on peut être bluffé avec des expériences scientifiques. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser à une expérience qu'on connaît tous, qui est celle de la distance Terre-Lune. Alors pourquoi je m'intéresse à cette expérience qui est la distance Terre-Lune? Pourquoi? Parce que c'est la pierre angulaire de toutes les mesures de distance qui ont existé dans l'astronomie. C'est-à-dire que c'est la base. Quand on connaît la distance Terre-Lune, on peut calculer la distance Terre-Soleil, en déduire un diamètre de la Lune, en déduire un diamètre du Soleil et fabriquer un système cohérent. Aujourd'hui, on est dans une théorie du système solaire. C'est toujours une théorie, mais grâce aux chiffres, ils ont pu faire en sorte que les gens pensent que c'est une théorie qui a été prouvée par les chiffres. Et comment ils ont fait en sorte de faire comprendre aux gens que c'était des théories prouvées par des expériences? Et bien justement, la première et la pierre angulaire de toutes ces expériences, c'est la distance Terre-Lune. Et cette distance Terre-Lune a été calculée grâce à de nombreuses expériences, notamment chez les anciens philosophes par de la trigonométrie et des distances théoriques concernant, en calculant le temps d'éclipse, en faisant des théories, grosso modo, qui n'ont jamais été prouvées, ou du moins qui n'étaient pas validées scientifiquement par des calculs, précis, de précision. Alors, ces calculs théoriques qui ont été faits par les grands anciens, c'est-à-dire les philosophes de l'ancien temps, ont été validés en 1900, à peu près en 1969, quand ils ont envoyé la fusée Eagle, enfin le module lunaire Eagle, sur la Lune pour pouvoir placer sur la Lune un catadiocre. Le catadiocre, c'est quoi exactement? C'est une plaque qui permet de refléter la lumière. Donc ils ont eu l'idée de placer ce catadiocre pour pouvoir faire une expérience de calcul de distance et pour pouvoir valider les théories des grands anciens qui avaient fait un calcul via la trigonométrie et via leur observation de la distance Terre-Lune. Donc ils ont placé ces catadiocres pour pouvoir envoyer un faisceau laser de la Terre qui se reflète sur la Lune et qui revienne pour pouvoir calculer le temps que met la lumière donc à faire cet aller-retour pour pouvoir calculer précisément la distance qui sépare la Lune de la Terre. Alors je m'intéresse à cette expérience parce que vous allez voir que même si on valide l'éventualité qu'ils sont allés que la NASA est allée sur la Lune, qu'ils ont mis ces dispositifs, vous verrez que même avec ça, même en acceptant ça, on reste quand même dans le théorique, on reste quand même dans l'approximation, et on reste surtout dans le fantasme de la précision. Vous allez voir pourquoi. Alors en fait, quand ils ont posé ce réflecteur, qui était de 38 cm par 38 cm, donc c'est assez petit, d'accord, ils ont ensuite, selon leur dire, fait cette expérience. Donc ils ont installé un faisceau laser en France et ils ont envoyé ce rayon laser sur la Lune pour se refléter et essayer de faire un calcul, pour essayer de faire des calculs de distance. Mais les scientifiques qui ont fait cette expérience ajoutent des précisions. Ils disent que par exemple le faisceau laser, quand il arrive sur la Lune, à force de dispersion, ce rayon laser ferait, à l'arrivée, si on croit leur dire, 10 km de diamètre, à cause de la dispersion de la lumière. Et donc, il rajoute aussi une autre précision, qui est que la lumière perd en énergie. Et il donne un chiffre. À l'aller, ils disent que son intensité donc, et son énergie est divisée par 8 milliards. D'accord? Et à son retour, elle est encore divisée par 8 milliards. Ce qui fait que
l'énergie de la lumière qui est envoyée au départ de la Terre revient en ayant été divisée par un chiffre absolument astronomique qui est la multiplication de 8 milliards par 8 milliards. Pour vous donner un terme de grandeur, et les youtubeurs qui parlent de ce sujet et qui sont pour la théorie héliocentrique donnent un ordre de grandeur qui est que si ils avaient envoyé 1000 tonnes de lumière, ils n'en auraient reçu au retour que 4 nanogrammes. Et ce chiffre de 4 nanogrammes, il est donné sans tenir compte de la perte atmosphérique. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ont négligé l'interaction de l'atmosphère sur la lumière pour leurs calculs. Ça veut dire que, en gros, la lumière perd en énergie sans l'atmosphère, selon leur dire, hein, 8 milliards à l'aller. Son énergie est divisée par 8 milliards à l'aller et 8 milliards au retour. Et ce qui revient de la lumière, c'est-à-dire le peu de photons qui revient, doit taper pile à l'endroit où il a été envoyé pour qu'ils puissent faire leurs calculs. Alors comment ils ont procédé? Déjà ils ont filtré la lumière apparemment. Donc c'est-à-dire qu'ils ont pris, ils se sont intéressés qu'à la lumière verte qui correspond à 732 nanomètres sur le spectre. Donc ils se sont intéressés à enregistrer uniquement cette gamme de couleurs du spectre. Donc la Lune, elle a réfléchi la lumière, et au retour, ils ont essayé de capter ces quelques photons de 532 nanomètres. Alors pourquoi c'est aberrant? Alors je vais vous dire pourquoi c'est aberrant, parce que déjà, ils n'en avaient pas assez. Il n'y avait pas beaucoup de photons. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un certain nombre de photons de couleur verte qui s'affichent sur leur détecteur, ils ont dû faire plus de 6000 tirs pour capter 10 photons. Ça, c'est la première des choses. Donc c'est-à-dire ils ont capté 10 photons de spectre de 532 nanomètres pour 6000 tirs. Et dans cette expérience-là, ils ont négligé la lumière qui ne provient pas de leur rayon laser. C'est-à-dire que ils ont négligé complètement les autres sources lumineuses. C'est par exemple, si on prend les dernières recherches, la bande de Vegler-Kepler, ils ont négligé tous les petits fluorescences, tous les petits photons qui sont émises dans la nuit par cette bande, qui permet d'avoir quand même une luminosité la nuit. Ils ont négligé la lumière qui est renvoyée aussi de la Lune, qui est la lumière solaire qui est reflétée par la Lune. Ils ont négligé la lumière des étoiles, qui est de la lumière blanche qui nous parvient. Et aussi la lumière qui est émise par les habitants de la Terre, qui sont reflétés, qui sont réfléchis hein, dans l'atmosphère, qui sont dispersés, qui sont dissipés, et qui peuvent toucher un détecteur. Sans parler du rayon même laser qui a été émis par l'appareil, et qui a certainement frappé des molécules et des atomes, et qui est revenu sur l'appareil. Donc tout ça, ce sont des choses qu'ils ont négligées pour leur expérience, et c'est pour ça qu'ils ont négligé l'interaction de l'atmosphère. Donc voilà pourquoi je dis que cette expérience est complètement hasardeuse, dans le sens où il y a tout un tas de paramètres qui a été négligé. Mais je vais rajouter d'autres choses. Ces scientifiques qui ont fait cette expérience parlent de filtrage temporel, c'est-à-dire qu'en plus de filtrer la lumière en se cantonnant qu'à la lumière verte de 532 nanomètres, ils l'ont filtré temporellement, c'est-à-dire qu'au lieu d'enregistrer sur 1 heure, ils ont enregistré que sur un moment précis, et ce moment précis correspond précisément aux prévisions théoriques des anciens scientifiques de la Grande Grèce. Donc là, on n'a plus une expérience neutre qui permet de calculer la distance, mais une expérience orientée sur des résultats de prédiction des anciens qui ont fait leur observation par rapport à la vue, par rapport à des éclipses et par rapport à des phénomènes qu'ils ont interprétés. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la mesure, on est dans l'interprétation et la trigonométrie. Or, la trigonométrie est très trompeuse. On peut calculer une distance à partir d'une image qui n'est pas du tout
cohérente par rapport à la réalité. Si je vous donne un exemple, par exemple, si je me mets devant un miroir et que je mets un objet qui est derrière moi, et que je calcule la distance qui me sépare de l'objet par rapport à l'image qui est reflétée dans le miroir, je trouverai une distance trigonométrique, une distance qui me sépare de l'objet qui est 4 fois supérieure à la réalité, c'est-à-dire à la distance qui me sépare réellement de l'objet sans tenir compte du reflet. C'est exactement ce qui se passe dans la trigonométrie théorique, c'est-à-dire qu'on fait des calculs par rapport à un organe visuel, par rapport à notre observation, sans tenir compte des interactions qui régissent les lois de l'optique. Donc là, si vous voulez, leur expérience, malgré que est complètement biaisée, même si on considère que la conquête lunaire est effectivement... c'est effectivement passé. Bon, après, on va rajouter un petit peu d'huile sur le feu, c'est-à-dire que la précision des chronomètres pour pouvoir ne pas se planter, de pouvoir donner un ordre de grandeur exact, est immense. Il faudrait, pour cette expérience, il aurait fallu un chronomètre qui calcule une précision temporelle à 0,0000000000012 secondes près. Je ne sais pas si vous rendez compte du peu de marge d'erreur que cela laisse pour l'enregistrement de cette vitesse. Ça veut dire que on n'est plus à 1 centième près, on n'est plus à 1 millionième près, on est à plus d'1 milliardième près. Donc ce qui veut dire que le moindre incident, la moindre petite vibration, la moindre erreur fausse complètement les résultats. Donc c'est une précision qu'il aurait fallu pour l'enregistrement de l'ordre du 0,1 nanoseconde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie, 0,1 nanoseconde en calcul de vitesse. Sachant que si vous faites une erreur de 0,1, vous faussez complètement l'enregistrement. Donc voilà où je voulais en venir, c'est que même si on avait fait ces calculs-là, toutes ces précisions-là que je vous ai apportées, c'est-à-dire la perte d'énergie de 8 milliards par 8 milliards, par exemple, de la lumière, elle a été faite sans prendre en considération les interactions atmosphériques. Alors pourquoi c'est très important ce détail? Parce que malgré toute la précision qu'il faut, ils n'ont pas considéré l'atmosphère comme étant un élément déterminant dans le calcul de la lumière. Or, les premiers calculs de la lumière qu'on a fait avec les roues dentées, etc., eux avaient bien compris que l'atmosphère était un gros problème pour l'enregistrement de la lumière. D'ailleurs, tous les calculs de la vitesse de la lumière étaient faits par temps sec, par temps clair, avec un taux d'humidité très bas, pour maximiser, et en faisant aussi beaucoup d'enregistrements, de calculs pour en tirer des moyennes. Et malgré ça, ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur une vitesse bien précise. Et ceci sur une très courte distance. On parle de distance inférieure à 20 km. Donc, là, vous voyez, on a quelque chose qui touche au mensonge. C'est-à-dire qu'on vous donne des expériences comme si ces expériences étaient faites en extraterrestre, c'est-à-dire en extra-atmosphérique. Alors que ces expériences sont faites au niveau terrestre. Et au niveau terrestre, il y a une atmosphère. Et cette atmosphère est négligée pour faire croire que ces expériences sont précises. Alors que, on le sait, la lumière dans l'atmosphère se dissipe. Elle se fait absorber, elle se fait diffuser. Dans l'eau aussi. Pourtant, l'eau a cette... comment dire, cette réputation de bien faire passer les ondes. Il faut savoir que dans l'eau, à une distance de 1 km, il n'y a plus de lumière. La lumière s'est fait totalement absorber, la lumière s'est fait totalement dissiper. Alors si on voulait faire un calcul de dissipation un peu grossier, j'ai envie de dire, pour comprendre un petit peu l'interaction de l'atmosphère sur la lumière, eh ben, il suffirait tout simplement de calculer la masse volumique de l'eau, hein,
qui est de 1000 pour 1, et de le comparer à la masse volumique de l'air qui est de 1,2 pour 1. Et de faire un calcul en croix, et là on comprendrait, enfin nos calculs montrent immédiatement que si la lumière, par rapport à la masse volumique de l'eau, met 1 km à se dissiper totalement, c'est-à-dire à disparaître, et ben pour une masse volumique de 1,2, elle mettrait 833 km. Ça, c'est par comparaison des masses volumiques. Ça signifie que un photon solaire du Soleil, avec une quantité d'énergie solaire, se dissipe au bout de 833 km maximum dans l'atmosphère et disparaît. Et il en faut donc de nouveau. Ça montre que finalement, la lumière dans l'atmosphère, c'est pas très fiable. C'est pas très fiable. Et là, on s'intéresse que à la masse volumique, c'est-à-dire à la matière qui rentre en interaction avec la lumière. Et si on parlait maintenant de champ magnétique, on sait très bien que la lumière, alors théoriquement la lumière n'a pas de charge, théoriquement la lumière n'a pas de masse, mais ça c'est théorique, c'est pour faire fonctionner les théories. Alors que expérimentalement, la lumière, elle, a une masse, a une énergie. D'ailleurs, l'effet photoélectrique le montre très bien, c'est quand un photon tape une particule de matière, l'énergie se transmet à la matière qui éjecte un photoélectron qui nous permet de le voir sur un spectre. Et qui nous permet aussi d'observer l'image de l'objet. Ça signifie que les découvertes récentes montrent que la lumière est une énergie. La lumière a une charge électrique. Vous voyez? Mais ça dérange. Et là, vous avez tous ceux qui vous disent « Ah, mais non, la lumière n'a pas de masse, blablabli, blablabla. » Elle a une énergie. Hein, elle a une vitesse. Donc c'est un peu ridicule de dire que la lumière a une énergie et une vitesse et qu'elle n'a pas de charge. Et qu'elle n'a pas de masse. Vous voyez? Surtout qu'il y a un rapport entre énergie, célérité, masse, etc. Donc là aussi, encore, il y a un mensonge. Donc on a pris le cas de la masse volumique. On sait que la lumière dans l'eau, elle s'éteint. Dans l'atmosphère, elle s'éteint. Donc si on s'intéresse maintenant aux charges magnétiques, aux interactions électromagnétiques, on sait que une particule chargée, quand elle rentre dans un champ électromagnétique, plus elle est en parcours de temps dans ce champ électromagnétique, et plus elle rentre dans un parcours ellipsoïdal, et donc elle se dévie. Elle se dévie, elle se courbe. Donc plus sa charge est faible, et plus elle aura tendance à se courber. Donc que dire d'un rayon laser par rapport à un photon solaire? Voilà. D'ailleurs, pour prouver ce que je dis, vous n'avez qu'à regarder un coucher de soleil, vous verrez que le soleil, quand il se couche derrière l'horizon, il ne fait pas un arc de cercle, il s'affaisse. Il dessine comme une forme d'ampoule. Ça, c'est lié à la bande électromagnétique maritime ou terrestre, suivant là où on regarde. Donc voilà, toutes ces expériences, c'est sans parler de ces interactions du champ électromagnétique, sans parler des interactions avec la matière, avec la masse volumique de l'atmosphère. Donc tout ça, c'est négligé. Vous voyez? Et il y a plein de facteurs dans cette expérience qui est négligé. La rotation, le parcours de la Lune qu'il a fait. Et sachant que, comme on ne connaît pas réellement la distance, on ne connaît pas réellement où est-ce que l'ellipse est située par rapport à la Terre. Vous voyez? On ne connaît pas précisément le parcours elliptoïdal de la Lune. Alors on le connaît peut-être approximativement, mais on ne le connaît pas précisément. Et là, on est en train de faire, dans cette expérience, des mesures d'ultra précision. Et on nous fait croire que ces mesures-là, on les a en main. Alors, pas exactement au départ, parce que ils ont bien compris que peut-être que le peuple allait bouffer ce genre d'informations, mais pas les scientifiques du monde entier. Donc ils ont fait croire que ils avaient placé d'autres réflecteurs. Ils ont placé un troisième, un deuxième, un troisième, un quatrième, pour faire croire qu'ils avaient fait beaucoup de mesures, beaucoup plus de mesures, pour pouvoir croiser les données et pouvoir donner une distance plus précise. Alors voilà, après, à vous de le croire ou de ne pas le croire. Mais moi, mon travail, c'est personnellement d'être critique sur la science. Et là,
l'histoire telle qu'on nous la vend a du mal à passer au niveau des précisions. Donc soit il nous cache des informations sur les outils qui leur ont permis de calculer cette distance précisément, ou soit il y a mensonge et qu'on a maquillé tout ça pour pouvoir valider les anciens calculs des grands anciens, des anciens grecs, hein, pour pouvoir ne pas remettre en cause le modèle, tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le système solaire. Voilà pourquoi je voulais absolument vous faire part de ça, parce que je pense que la distance Terre-Lune est la pierre angulaire de toute cette théorie. Et la pierre angulaire de la distance Terre-Lune, c'est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, aujourd'hui, on nous la vend comme une constante. Alors, on a beaucoup de trolls qui vont nous dire, oui, la vitesse de la lumière, elle est constante. Elle est constante, oui, mais la constante, elle est donnée pour le vide. Or, nous ne sommes pas dans le vide, nous sommes dans un milieu atmosphérique, c'est un milieu qui est rempli de matière. Et la lumière interagit avec la matière et interagit aussi avec les charges électromagnétiques. Donc, la vitesse de la lumière, c'est bien dans la théorie, dans le vide, sur une courte distance, mais à partir du moment où on veut la calculer sur une longue distance dans un milieu rempli de matière, c'est très compliqué, voire impossible, vu le nombre d'interactions de matière. Il faut comprendre la perte d'énergie qu'un photon rencontre quand elle transperce une molécule d'eau, quand elle transperce une molécule de gaz rare, quand elle transperce une molécule d'azote, diazote, etc. Savoir combien elle perd, voilà. Dans quel sens elle part, calculer les trajectoires de dispersion, c'est de l'ordre de l'impossible. Vous ne pouvez pas calculer une vitesse, sachant que plus elle perd en énergie, et plus elle perd en vitesse, et donc plus elle disparaît. Donc vous ne pouvez absolument pas calculer la vitesse de la lumière dans l'atmosphère. Alors, ils ont donné des constantes aussi pour l'eau, ce qui est marrant, parce que ils savent pertinemment que la vitesse de la lumière diminue dans l'eau. Mais ils ont quand même donné une constance. Selon eux, selon ces scientifiques, hein, la lumière baisse en vitesse dans l'eau, mais elle est constante. Alors, comment ils arrivent à faire ce tour de magie? C'est-à-dire à nous dire que la vitesse de la lumière perd en vitesse dans l'eau, mais ne bouge pas. Je ne sais pas comment ils arrivent à nous faire avaler ce genre de choses aux scientifiques de la Terre entière. Sachant qu'il n'y a pas de lumière à partir de 1 km sous l'eau. C'est-à-dire dans les abysses, il y a absence totale de lumière. D'ailleurs, les organismes développent eux-mêmes leur production de lumière pour pouvoir s'orienter. Donc il va falloir que des gens qui soient honnêtes intellectuellement commencent à penser à cette chose-là, commencent à parler, parce que c'est plus possible de faire avaler des théories qui sont basées sur des expériences qui sont défaillantes à ce point-là. Voilà. Soit c'est un mensonge et vous avez mal monté le mensonge, auquel cas va falloir que des gens parlent, soit il y a des choses qu'on nous dit pas. Et là, c'est aux scientifiques de revoir leur manuel éducatif et de revoir leurs petites histoires. Parce que là, je suis désolé, moi, en tant que... Je ne suis pas du tout un scientifique. Hein, je suis juste quelqu'un qui m'intéresse à la science, à l'histoire de la science. Et je trouve moi-même, à mon niveau, d'énormes anomalies. Donc, il va falloir qu'ils nous expliquent ça. Et je pense que c'est du devoir du platiste aujourd'hui de s'intéresser à la physique et de s'intéresser à ça. On ne peut pas rejeter la science complète. Et il faut savoir que la science va contre ces gens-là. Donc, il faut faire honneur aux scientifiques qui ont travaillé pour trouver des choses. Pour trouver des chiffres, pour faire des découvertes. Il faut savoir que ces découvertes vont vraiment contre eux, contre ces gens qui cherchent à camoufler que la vitesse de la lumière, par exemple, n'est pas une constante. Pour protéger des lois. Pour protéger les lois de machin, de trucs. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est très important cette vidéo. Faites-la partager au maximum pour que les gens comprennent un petit peu où se situe le débat, où se situent les pierres angulaires de la théorie et sur quelle chose il faut, dans quel domaine il faut prendre des connaissances, notamment en optique et sur la lumière. Voilà. Allez, salut.